Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Midi by Giant. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir notre collègue et ami Olivier Bonneau, professeur émérite à l'Université de Rennes. Alors c'est très long sa bio parce qu'il a une carrière assez incroyable. Directeur général de la Coordination nationale pour la formation en microélectronique et nanotechnologie, le CNFM, normalien de l'ENS Paris-Saclay, docteur en microélectronique, puis docteur d'État et sciences. Il est professeur depuis 1984 à l'Université de Rennes et à Supélec. Créateur du laboratoire de microélectronique qu'il a dirigé jusqu'en 2010, il a encadré 43 thèses, été au jury de 300 thèses ou HDR et a publié plus de 500 articles et 7 livres. Il est fondateur en 1985 du Centre commun de microélectronique de l'Ouest, le CCMO. Il le dirige jusqu'en 2010, date à laquelle il est nommé directeur général du groupement GIP-CNFM, réseau de 12 centres interuniversitaires, dont le CIM Nanotech est le vaisseau amiral, donc sur le périmètre Minatech. Créateur de master, directeur d'école doctorale, président d'associations scientifiques et du Conseil national des universités, expert pour des agences d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, il devient professeur émérite en 2013. Depuis 2019, il est fortement impliqué dans le comité stratégique de la filière électronique française et coordonne actuellement le projet AMI-CMA Inforisme sur 5 ans dans le cadre du plan France 2030. Cher Olivier, donc tu vas nous présenter quelle formation microélectronique pour répondre aux enjeux de demain. Le micro est à toi. Merci beaucoup. Est-ce que vous entendez là? Oui, c'est bon? Oui, bonjour à tous et merci d'être fidèles au Midi Minatech qui s'appelle maintenant Midi by Giant. Mais j'appelle encore Midi Minatech parce que pendant des années c'était comme ça. Et donc je vais essayer de vous montrer l'importance de la microélectronique aujourd'hui dans un contexte qui est quand même assez particulier, qui est le développement du numérique et qui a beaucoup de conséquences derrière. Et donc il y a beaucoup d'enjeux. Donc, bien sûr, je vais parler de l'électronique et de la microélectronique, puisque c'est quand même ma partie principale, et surtout que je suis très impliqué aujourd'hui dans la stratégie d'évolution de ce domaine. Alors, c'est facile à comprendre de suite. Donc, l'évolution sociétale dans nos environnements humains est de plus en plus numérique. Ça devient le premier poste de consommation d'électricité au niveau mondial. On ne le sait pas, mais c'est comme ça. Et donc la croissance est exponentielle du traitement du stockage des données ainsi que de l'énergie consommée, conduisent à une impasse sociétale si on ne fait rien dans la prochaine décennie là, qui arrive. C'est presque demain. Donc c'est l'électronique et la microélectronique qui est au cœur des systèmes numériques qui devrait pouvoir éviter cet écueil, cette situation délétère pour l'avenir. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'innovation. On va voir pourquoi. Des compétences humaines, des vraies compétences techniques, mais aussi augmenter le vivier de compétences. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans le cadre du réseau national dont je vais parler dans quelques minutes. Voilà. Et donc ce réseau, bien sûr, doit relever un défi qui est majeur. Et il faut répondre à tous ces besoins, et notamment avec le partenariat de collègues qui sont dans l'industrie, et en particulier dans la région Grenoble, puisque c'est quand même une région centrale pour la microélectronique. Alors, je vais parler rapidement de l'écosystème, des organismes, du contexte des sociétés numériques, les défis techniques, les défis sur la consommation, et on va voir que c'est capital, les besoins en formation en microélectronique et l'environnement de la formation nationale pour expliquer qu'on essaye de faire des choses, mais on a besoin de tout le monde, en particulier de beaucoup de gens qui sont présents ici aujourd'hui. Alors, juste quelques mots sur le réseau. Donc, le réseau, c'est 12 pôles interuniversitaires, donc, avec un représentant important pour nous qui représente l'ensemble des industries de la microélectronique et des nanotechnologies en France, c'est Axiel, Alliance électronique. Le président sortant et la nouvelle présidente étaient de ST Microélectronique, c'est aussi président ou vice-président d'Axiel. Et donc, on a les pôles qu'on voit ici, pôle PACA, pôle Bordeaux, pôle de Grenoble, donc le vaisseau amiral de notre réseau, puisque c'est le premier centre qui a fonctionné depuis l'année 81,
qui a eu la première salle blanche ouverte à la formation microélectronique pour les étudiants, et donc qui est l'exemple national pour l'ensemble des pôles interuniversitaires de microélectronique. Puis bon, il y a Lyon, Toulouse, Paris, Lille. J'ai plus la lumière là. Non, c'est pas grave. Je vais prendre la souris. Ici, voilà, Limoges, Montpellier, etc. Et Rennes, c'est celui que j'ai créé en 84, et donc le pôle de Strasbourg. Voilà. Donc tous ces pôles, en fait, reçoivent des étudiants, on va faire ça comme ça, reçoivent à peu près 140 filières de formation, universités et écoles. Ils sont aussi ouverts parce que ça coûte très cher à des laboratoires de recherche. On a une soixantaine de laboratoires de recherche, et on est avec, bien sûr, l'ensemble des entreprises du syndicat des industries qui est Axiel Alliance Électronique, qui correspond à peu près à 100 000 emplois, et donc avec un chiffre d'affaires qui est de 8 milliards hors ST microélectronique, ça donne un petit peu une idée. Et puis on reçoit en moyenne sur l'ensemble des plateformes à peu près 20 000 étudiants, dont à peu près 1200 doctorants et chercheurs, puisqu'on a des équipements qui sont communs avec les laboratoires de recherche, parce que ça coûte trop cher. Alors quel est le contexte de la société numérique et microélectronique? Alors d'abord, il faut savoir que tout le numérique fonctionne avec des équipements qui sont électroniques. Juste en commentaire, quand même, c'est qu'au ministère, ils croyaient que les appareils qui sont digitaux marchaient qu'avec les doigts. Et j'ai expliqué quand même que le directeur de la stratégie de la recherche, qu'avec les doigts, ce n'était pas suffisant, que derrière la vitre, il y avait quand même de l'électronique et de la microélectronique. Et elle m'a dit pourquoi ça ne sert à rien. J'ai dit non, ça sert beaucoup. Voilà. C'est juste pour vous montrer qu'on arrive à ce stade-là. Et donc, avec tous les problèmes que ça sous-entend. Donc, le contexte est très simple, c'est qu'on a la microélectronique, et juste pour comprendre comment ça s'est passé, parce que c'est très complexe en fait, on a commencé à travailler dans les années 60 en microélectronique, et donc on voit ici apparaître les tout premiers circuits intégrés qui ont permis de développer, bien sûr, l'électronique. Voilà, c'est le premier circuit à 4 transistors en germanium, qui a été dans les années 63-64. Et puis très vite, on est passé à des circuits beaucoup plus complexes, grâce notamment à l'informatique, qui était aidée par l'électronique qu'on développait. Et puis vous voyez, on est arrivé ici à 20 000 transistors. Là, c'est quand j'ai passé ma thèse, en 78, on m'avait dit, oh là là, mais c'est bientôt fini l'électronique, il va falloir faire autre chose, il faudra que tu te recycles. Je dis, je pense qu'on a encore de l'espoir. Et donc, Gordon Moore, qui a eu le prix Nobel, a dit, non, on en a encore pour quelques années et on aura une croissance exponentielle. Alors, la croissance exponentielle, on l'a vu, puisque 20 ans après, on était à 1 million de transistors sur le même circuit. Et puis, 20 ans après, on était à plus d'1 milliard, c'est à 2 milliards dans cet exemple qui est ici. Et tout ça grâce à la réduction des dimensions de chacun des composants élémentaires. Alors, si on prend l'exemple de l'évolution des sociétés, au Paléolithique, on avait des huttes qui étaient sur un seul niveau. Et puis quand on a commencé à voir l'évolution des sociétés et l'urbanisation, on a commencé à mettre une troisième dimension. Et bien on a fait pareil en électronique. On a pris l'idée de nos très anciens ancêtres, et on est allé à nouveau vers la multiplication grâce à l'empilement. Alors là, ici, c'est l'empilement tout simplement de puces, vous voyez, qui est à gauche ici. Donc on appelle ça du system in package, c'est-à-dire en assemblage. Et puis on a augmenté, là on est passé à 16, là on est passé à 48, voilà. Et puis on a dit, non, mais quand on fait des bâtiments, on fait des étages, mais on peut faire aussi peut-être des duplex ou des triplex. Et donc, en même temps, on a fait l'assemblage de deux technologies. Ici, on voit la technologie classique du circuit intégré silicium, et dessus, par exemple, on fait des circuits mémoire sur le même niveau de fabrication. Donc, on a multiplié comme ça les possibilités de développement de cet ensemble technologique. On a même ici des exemples d'empilement de commandes de courant dans des structures extrêmement petites. Alors ça, on appelle ça du 15 nanomètres physique, mais en fait, c'est du 3 nanomètres équivalent, puisqu'on peut voir qu'on a au moins 5 grilles qui sont en parallèle et qui feraient comme si on avait une structure 5 fois plus petite. Voilà, ça c'est l'évolution. Mais on dit, non, on peut faire des tas de choses ensemble. Et donc, on a l'exemple ici de la combinaison, de l'hétérogénéité de l'évolution des technologies. Alors, je n'ai pas le temps, mais on voit ici qu'on retrouve ici les systèmes
système intégré par les mêmes technologies, et puis on voit ici que c'est l'empilement, et donc on arrive à des structures qui sont extrêmement complexes et qui permettent de développer des outils fabuleux. Alors les outils fabuleux, c'est justement ce qui a été utilisé dans la microélectronique et dans le numérique, c'est les objets connectés. Alors les objets connectés, c'est la base de presque tous les systèmes que l'on a, des téléphones, des tablettes, des PC, des montres connectées, enfin tout ce que l'on veut. Et donc on a une partie qui est, on va dire composants sur site, avec des capteurs, des actionneurs, éventuellement des systèmes de recharge de ces systèmes-là, avec récolte d'énergie et des batteries. On récupère en général des signaux qui sont analogiques, qui sont physiques, on les transforme en signaux numériques, donc on a des convertisseurs analogiques, numériques, numériques, analogiques, on fait du traitement, on fait du contrôle, etc. Et après, on applique des systèmes de sécurité, on fait de l'émission-réception, des communications avec des protocoles, alors ça dépend des distances, ça dépend de la puissance, etc. On va retrouver, par exemple, le Wi-Fi, le Bluetooth, le Zigbee, le 3G, le 4G, le 5G, etc. Et puis on a après des composants délocalisés, et on va jusqu'au système qui, en général, récolte toutes les données, c'est les data centers qui sont ici. Voilà. Donc ça, c'est le principe de structure des éléments que l'on a grâce à l'électronique. Et cette électronique, on dit, on peut l'appliquer à des tas de choses. Alors bien sûr, on revoit ici les systèmes de communication, on voit ici les systèmes d'énergie, de transport, de sécurité, de l'industrie, de l'intelligence artificielle. Alors, soyons prudents, l'intelligence, elle est encore faible. On l'appelle l'intelligence, mais elle est un peu bête de temps en temps. Voilà. Et de l'environnement et de la santé, puisque c'est les points les plus forts dans les applications directes des objets connectés. Et bien sûr, tous les secteurs sont sensibilisés à cette évolution. Alors, juste parce que c'est des collègues qui m'ont dit, tu avais un jour parlé des voitures connectées et des nouveaux concepts pour les véhicules électriques. Et j'ai juste montré que la microélectronique était importante dans les nouvelles conceptions de véhicules. On voit juste ici, sur cet exemple qui est là, on voit qu'on peut... oui, on devine la flèche ici. On voit qu'on a plein de systèmes qui fonctionnent avec des capteurs, des actionneurs, etc., pour la partie mécanique, des tas de systèmes pour la partie sécurité, les contrôles vibration, etc., des tas de circuits pour les contrôles de vérification que tout se passe bien dans le véhicule, des tas de possibilités de contrôle au niveau de l'habitacle, et puis après, il y a même aujourd'hui les systèmes de navigation automatique, etc. Alors il faut quand même savoir que ça présente quand même des aspects un peu particuliers. En général, on a à peu près 70 capteurs dans un véhicule aujourd'hui, et la connexion impose à peu près 5 à 7 terabytes de transfert de données. Alors on dit, ouais, c'est normal, aujourd'hui on fait du numérique, c'est normal, il n'y a pas de problème. Si, mais ça commence à faire une consommation d'énergie non visible qui va être presque supérieure à la consommation du véhicule. C'est pour ça que c'est quand même important de le savoir. Voilà. Alors, si on regarde sur les défis technologiques, eh bien, finalement, on en arrive à ce stade-là. Ce stade qui est ici, qui est très simple, c'est qu'on a ici le nombre d'objets connectés, on va apparaître en haut, là, le nombre d'IoT, c'est ça, là, ici. Bon, on estime qu'en 2030, on sera à peu près à 200 milliards, c'est-à-dire à peu près à 10 objets connectés par habitant de la planète. Bon. Ça veut dire aussi qu'en nombre de capteurs, chaque fois qu'on a un objet, un téléphone, il y a 30 à 40 capteurs, une voiture, ça peut être plus, etc. Donc on voit que le nombre de capteurs qui vont être connectés vont atteindre à peu près les 30 milliards en 2030. Bon, pourquoi pas, hein. On y arrive, oui, on y arrive, très bien, on est content, voilà. Et donc, ça veut dire que tout ceci, là, maintenant, ça a des conséquences sur l'utilisation. Et l'utilisation, on va voir apparaître les problèmes, c'est que on commence à avoir le nombre de données à transférer d'une part, et après à stocker, à mémoriser, qui devient absolument énorme. Alors juste peut-être pour les gens qui ne connaissent pas trop la physique, on a créé très récemment des nouvelles unités, le iota et le Bronto byte, puisque ça fait 10 puissance 24 et 10 puissance 27, ça fait beaucoup. Et donc si on regarde bien, l'évolution du nombre de données qui sont stockées aujourd'hui augmente. Et on est à peu près donc, à une multiplication par 10 tous les 10 ans. Donc voilà. Et on arrivera, si tout se passe normalement, au yottabyte en 2036, c'est-à-dire
dans une dizaine d'années. Et le yottabat, ça fait quand même 10 puissance 24 octets. Alors 10 puissance 24 octets, ça donne une idée, c'est à peu près 10 000 fois plus que le nombre de grains de sable sur la planète. Voilà. Ça fait réfléchir. Bon. On dit, oui, mais pourquoi pas, on est capable de le faire, on fait des circuits et tout, ça marche bien. Et donc, on va avoir certainement d'autres conséquences. Et donc, derrière, il y a des défis qui vont apparaître, qui vont être évidents. Et le premier défi qui est énorme, c'est la consommation. Alors, tous les circuits que l'on a, on a des éléments de base. Alors, j'ai pris un exemple très simple, qui est un transistor MOS, qui existe dans presque toutes les technologies aujourd'hui. Voilà, le transistor MOS qui est ici, alors, avec une grille, une source, un drain, c'est une structure vraiment classique. Et on dit, ben voilà, on a réduit les dimensions, et maintenant on a des dimensions nanométriques, c'est-à-dire qu'on commence à être pratiquement à des dimensions atomiques, avec la possibilité de probabilité de présence qui n'est en nulle entre deux zones qui sont adjacentes. Et donc on commence à avoir des problèmes de fuite de courant. Ils sont tout petits. Alors, les fuites sont tout petites, mais il y en a entre cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là. Et puis si on fait le total des fuites, c'est pas si petit que ça. Alors bien sûr, on est dans des densités de courant qui sont dans des pics courant paires, c'est-à-dire des 10-12, tout ça, c'est un 1000 milliardième, c'est pas beaucoup, mais on commence à en mettre plein. Et puis ce qu'il y a surtout, c'est que on fait des circuits avec des milliards de transistors. Et donc on se retrouve avec des courants de fuite qui deviennent en quantité, en permanence, avec une quantité totale de courant qui devient supérieure à la quantité du courant qui est utile pour traiter les données, pour remplir la fonction. Et donc on a maintenant ce qu'on appelle des passoires, des passoires d'électrons dans les systèmes qu'on développe. Et par exemple, quand on a ici une technologie synchrone, alors, la technologie synchrone elle présente l'avantage d'avoir une seule commande et donc on peut faire très très rapidement la conception de circuits extrêmement complexes. Eh bien, le gros problème, c'est que dans ces circuits-là, eh bien, aujourd'hui, compte tenu que s'il est synchrone, l'horloge pilote tous les composants, s'il y en a des milliards, mais on alimente les 10 milliards, et maintenant, la surface de l'horloge devient pratiquement le tiers de la surface du circuit total. Pourquoi ? Parce qu'il faut alimenter systématiquement toutes les pertes en permanence. S'il y a des pertes, ça veut dire qu'on consomme, et on a de l'énergie. Alors, premier point, déjà, on va essayer de diminuer cette énergie de façon à avoir moins de consommation dans les éléments physiques. Et comment on peut faire ? Eh bien, on peut changer un petit peu la structure. Au lieu d'avoir quelque chose synchrone avec une horloge qui pilote partout, on va essayer d'avoir de l'analogique. Alors, on a de l'analogique parce que le circuit se transmet d'une porte à l'autre, normalement, sans horloge, a priori, c'est automatique. Et le deuxième point qui est intéressant, c'est qu'on peut monter aussi en fréquence, sachant que lorsqu'on a les très hautes fréquences, on n'a plus les signaux qui sont de forme logique. Donc, on est obligé de revoir complètement la structure. Donc, on la revoit, c'est pas grave, on dit on est capable, mais ça va bien sûr avoir les conséquences, et les conséquences sont énormes sur le plan consommation. Alors, on va dire, mais par ailleurs, on transfère les datas, on transfère les données, on transfère les bytes. Alors, on dit, mais maintenant, on a l'optique. Ah, moi, j'ai la fibre optique. Je ne consomme rien, les copains, c'est l'optique. Alors, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe en pratique. Les fibres optiques de meilleure qualité aujourd'hui, c'est à peu près une perte de 0,5 dB par kilomètre. Alors 0,5 dB par kilomètre, ça veut dire que c'est de l'ordre du pourcent. 2-3%, c'est pas beaucoup par kilomètre. Alors bien sûr, si c'est entre votre chambre et votre séjour, la perte est nulle. On ne la voit pas. Maintenant, on se dit, on transfère les données entre New York et Paris, au niveau des banques, par exemple, et on commence à faire des milliers de kilomètres. Alors, si on regarde ceci, là, on voit que 0,5 dB par kilomètre, ça veut dire que si je fais 20 km, j'ai 10 dB. Et 10 dB, ça veut dire que le signal est divisé par 10. Si on fait, donc, ça c'est 20 km, si on fait 40 km, c'est divisé par 100. Si on fait 80 km, c'est divisé par 10 000. Ah, et quand le signal est divisé par 10 000, on ne le voit plus. Il faut l'amplifier. Donc, on va créer un amplificateur, ce n'est pas grave. Et quand on arrive de l'autre côté, si on a fait 8000 km, c'est pour vous donner une toute petite idée, l'amplification, c'est un facteur 10 avec
400 zéros derrière. Ça ne marche pas tout seul avec rien. Il va falloir donner à manger. Et donc, quand on regarde du pratique comment ça se fait, un câble à fibre optique transocéanique, eh bien, on a 4 fibres ici qui font quelques 20 microns de diamètre, et on a un câble ici qui fait 7 cm. Et les 7 cm, il y a 6 cm de métal pour conduire de l'électricité jusqu'aux répéteurs qui sont à 80, 160, 320, 640 km, etc. Oui, et alors oui, mais il y a de la perte en ligne. Et donc, s'il y a de la perte en ligne, regardez ce qui se passe, c'est qu'une fibre optique est alimentée en 15 000 volts. Ben oui, il faut qu'à 4 000 km, il reste encore quelques centaines de volts, sinon ça ne marche pas. Et on est à peu près à 40 mégawatts pour 4 fibres optiques. Donc ça veut dire qu'on a 600 câbles transocéaniques aujourd'hui. Ces 600 câbles transocéaniques représentent à chaque fois donc 40 mégawatts, vous multipliez par 600. Donc vous voyez que vous êtes à plusieurs dizaines de centrales nucléaires, rien que pour les transferts optiques transocéaniques. Voilà, c'est pour donner une toute petite idée que les choses sont énormes et qu'on ne les voit pas. Alors si on regarde maintenant la répartition de la consommation électrique, il y a du transfert, par exemple par les communications, on les voit ici, là, c'est 14%. Il y a les usagers, alors les usagers, c'est toute la chaîne des usagers. Vous dites, ah oui, mais j'ai juste mon téléphone. Mais oui, vous avez votre PC, vous avez votre écran, vous avez votre télévision, vous avez la Livebox, etc. Et tout ça, mais ça représente en fait, en consommation, 38%. Et puis on a les data centers, et les data centers, c'est là où toutes les données sont collectées en général et traitées, et revendues souvent d'ailleurs, ça c'est l'autre problème, et ça représente à peu près 50%. Et donc aujourd'hui, un data center, en fabrication, c'est 2 gigawatts, c'est-à-dire que c'est 2 centrales nucléaires temps plein qui fonctionnent pour un data center, et 46% est utilisé juste pour le refroidissement. C'est pour vous donner une petite idée. Autre aspect aussi qui n'est pas négligeable, c'est le transport, parce que les data centers, il faut les alimenter, il faut venir chez vous, etc. Il faut savoir qu'on perd à peu près 74% de l'électricité, du courant, de l'énergie, pour aller depuis la centrale où on produit l'électricité jusque chez l'utilisateur. Alors ça, c'est juste un petit commentaire, mais si on repense à la voiture électrique, vous dites, vous vous branchez, regardez, vous ne consommez pas beaucoup. Le problème, c'est qu'il faut multiplier par 3 à 4 ce que vous avez consommé pour voir la réalité de la consommation d'énergie. Mais ça, on ne vous le dit pas parce que ce n'est pas bien. Bon, c'est juste un commentaire. Voilà. C'est pour montrer que finalement, on a une consommation énorme, qu'il va falloir gérer. Et donc, si on regarde ce qui se passe, si on voit ici le nombre de données qui existent et qui sont multipliées par 10 tous les 8 ans, c'est ceci. Donc, ici, c'est en gigabytes. Et en gigabytes, vous voyez qu'on arrive à 10 puissance 16 à peu près, 15-16, là, ici. Et donc, si on regarde en énergie, c'est ici. Et donc, on en est là à peu près. Donc, ça, c'est en térawattheure. En térawattheure, c'est à peu près presque la fabrication en énergie d'une centrale nucléaire sur une année. Okay, et donc, on arrive à ceci. Alors, quand on regarde ceci, qu'est-ce qui va se passer? On dit, on voit la consommation qui existe automatiquement par gigaoctet. Et bien, si on fait un petit calcul, c'est 2,2 kWh par gigaoctet. Autrement dit, quand vous chargez un gigaoctet, un film de 5 gigaoctets avec ma petite fille, là, elle consomme 5 fois 2,2 kWh, c'est-à-dire qu'un radiateur électrique qui marche pendant 10 heures. C'est juste pour charger un film sur Netflix, par exemple. Je ne fais pas de publicité. Voilà. Et il faut savoir, par ailleurs, qu'on n'est absolument pas dans le domaine de l'environnement, dans la mesure où 96% de l'électricité du numérique est carbonée au niveau mondial. Donc ça vous montre un peu l'ampleur du désastre. Voilà. Alors si on ne fait rien, on va arriver en 2036 où la production d'électricité mondiale sera inférieure à la consommation du numérique. C'est-à-dire on arrive ici. C'est la catastrophe. Alors on dit, comment faire? On va essayer de faire mieux. Autrement dit, on va changer l'électronique. Alors comment changer l'électronique? Si je reprends le transistor de tout à l'heure, en disant, ici on avait plein de courants de fuite. On va faire une nouvelle technologie, c'est celle qui est utilisée par Soitec et utilisée par ST Microelectronics, par exemple, qu'on appelle donc SOI. Eh bien, on supprime les courants de fuite parce que maintenant, ici, on a un isolant qui supprime le contact avec la partie inférieure. Et ici, on a changé le matériau, on a mis un matériau à haute permittivité qui permet d'avoir une épaisseur plus grande pour le même effet
électrostatique, mais comme le courant décroît exponentiellement en fonction de l'épaisseur, le courant devient complètement négligeable. Et donc, on retrouve quelque chose qui est déjà beaucoup plus raisonnable. On peut aussi changer carrément les matériaux. Par exemple, on utilise des matériaux à grand gap comme le IGZO, indium gallium zinc oxide, qui a bien sûr des bonnes propriétés et qui permettent de minimiser beaucoup plus, puisqu'on a un grand gap, on a la possibilité de bloquer plus les courants de fuite et on peut faire des couches très très minces ici qui deviennent importantes. On peut faire aussi la modification de l'architecture, par exemple avec partition de partie de circuit, cette partition permettant d'avoir ici une zone active qui représente qu'une petite portion de l'activité globale. C'est exactement ce qui se passe dans notre cerveau. Si dans notre cerveau, il marchait complètement, on aurait 35 gigawatts, il n'y a qu'une toute petite partie qui fonctionne en permanence et on est à 10 watts. Bon, ça veut dire que peut-être qu'il va falloir faire un peu de mimétisme avec quelqu'un qui est vraiment intelligent. Voilà. Et puis on peut regarder aussi, pour minimiser les pertes de puissance, on utilise des nouveaux matériaux avec grand gap, carbure de silicium, nitrure de gallium, et puis on commence à faire par exemple du nitrure de gallium sur du silicium par croissance épitaxiale, c'est-à-dire c'est du cristal direct, et ça permet de bien améliorer le rendement de tous les systèmes de commande de puissance de tous les équipements. Alors la mise en œuvre aussi, ça peut être de changer des aspects au niveau élémentaire. Par exemple, on a des fonctions neuromorphiques qui sont utilisées dans l'intelligence artificielle et qui permettent de minimiser ici la consommation. Et puis on peut aussi minimiser les pertes entre les différents circuits en faisant ce qu'on appelle du packaging en chiplets. Chiplets, ça veut dire que c'est des tout petits circuits qui sont montés sur le même boîtier et qui permettent de minimiser les pertes. Alors, je n'ai pas le temps, parce que le temps passe vite. Il y a un excellent article qui a été présenté par Jean-René Lequépé, qui est du LETI, qui est directeur adjoint du LETI, et dans lequel il a recensé pratiquement toutes les techniques qui pourraient permettre de diviser par 10 à 100 la consommation de toute l'électronique. Mais on a quand même un gros problème. Alors, si on y arrive d'ailleurs, regardez, on n'atteint pas le mur de consommation de l'électronique ici, c'est une simulation bien sûr, mais ça montre qu'on pourrait éviter d'avoir des trop grandes augmentations de consommation d'énergie. On peut essayer aussi de minimiser la consommation des ressources. Les ressources qu'on retrouve ici, c'est toutes les ressources. Alors ici, vous voyez, ça c'est 10 puissance moins 3, et là c'est 10 puissance 6, c'est le nombre normal qu'on considère par exemple l'atome de silicium. Là, ici, c'est 1 milliardième. Et regardez, on utilise des produits qui, par rapport au silicium, sont extrêmement plus rares. S'ils sont plus rares, c'est plus cher, et ils consomment beaucoup plus d'énergie pour les fabriquer. Donc il faut se méfier. Gallium, indium, arsenic, hafnium, antimoine, etc., sont des éléments qui sont extrêmement utiles et qui sont très peu disponibles sur la planète. Donc il va falloir diminuer la consommation. Comment on va faire? On va déjà se poser la question, est-ce que c'est important? Je prends juste l'exemple du gallium. Où est-ce qu'on a du gallium sur la planète? J'étais en Chine le week-end dernier. C'est là. 47%. Ah, mais il y a peut-être d'autres endroits. Oui, mais c'est l'Australie. 20%. On a déjà presque 3/4 qui sont bloqués mondialement sur cette partie-là. Il y a l'Amérique du Sud, voilà, 10%. Un petit peu aux États-Unis, et puis qu'est-ce qu'il reste? Chez nous, il ne reste rien. Voilà. Donc c'est pour montrer qu'il va falloir faire attention. Pour l'indium, qui est extrêmement utilisé aussi, regardez la Chine, 60%, la Corée, 23%, le Japon, voilà, et puis l'Europe, il ne reste rien, 2%. Donc il va falloir être extrêmement attentif. Alors pourquoi il faut être attentif? Parce que là, par exemple, on a ici des exemples qui utilisent indium, gallium, zinc oxide, les deux éléments là, dont on a parlé. Ah oui, mais s'il n'y en a plus, oui, mais justement, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de l'utiliser en couche mince. Au lieu de faire des épaisseurs de 1 mm, on va faire des épaisseurs de 1 micron. C'est-à-dire c'est 1000 fois moins, donc avec un peu de chance, on pourra faire le développement de ces technologies. Et on voit que les courants de fuite entre l'état passant et l'état bloquant, c'est un rapport 10 puissance 9, c'est-à-dire que c'est grosso modo 1 million de fois meilleur que dans les cas des technologies classiques. Voilà. Juste pour le lithium, parce qu'on parle des batteries, regardez où se trouve le lithium sur la planète. Voilà, c'est juste pour dire qu'on va avoir une super usine de batteries au lithium. On ne sait pas comment elle va fonctionner, mais c'est juste un petit problème. Alors, on a bien sûr d'hier, mais là, on va arriver juste vers la fin, là. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut des gens qui soient capables de résoudre tous ces problèmes. Il faut qu'on soit capable de
maîtriser les procédés, il faut qu'on soit capable de concevoir les circuits qui sont de plus en plus complexes. Et donc, il nous faut, bien sûr, des opérateurs dans tous ces domaines-là. Et ça, c'est ce qu'on a déduit du comité stratégique de filière. Et là, on voit ici quels sont les métiers dans la filière électronique qui sont les plus demandés aujourd'hui. L'électronique de puissance, c'est capital. L'électronique sécurité, cybersécurité, etc. La très haute fréquence, c'est pour les transferts, les transmissions. Le test, parce qu'il faut tester tous les circuits qui sont de plus en plus complexes. Et l'électronique analogique, parce que c'est ça qui va nous permettre d'améliorer les technologies futures. Voilà, donc il nous faut tout ça. Alors, ça veut dire que dans les besoins de formation, mais là on parle de formation, par exemple à Grenoble INP, j'en ai entendu parler très récemment, il nous faut des technologues, il faut des gens qui travaillent sur l'interconnexion, le montage, la conception de circuits, les applications et les énergies. Et sur les applications, bien sûr, il faut être pluridisciplinaire dans la mesure où, quand on fait quelque chose pour la santé, c'est quand même bien de travailler avec un médecin, par exemple. Voilà. L'environnement de formation nationale, je vais terminer là-dessus, c'est pour dire qu'on essaye de répondre à ces besoins au niveau du comité national et de l'ensemble des pôles, dont le CIM Nanotech. Voilà. Mais regardez, on peut faire de la photo dans salle blanche, ça c'est pour apprendre la technologie, et puis on fait des choses très très jolies après. C'est du dépôt de semi-conducteurs avec des nouvelles techniques de dépôt. On peut faire bien sûr de la caractérisation électrique, on fait de la conception. Laurent, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais il est spécialiste de ce domaine-là, avec les circuits intégrés silicium. On peut faire la conception de circuits dans la très haute fréquence, c'est très utile pour les transmissions. On peut faire des transistors film mince avec très peu de, de matériaux. On peut faire de l'électronique avec des matériaux organiques. On peut faire de l'électronique flexible. On peut faire de l'électronique de puissance et de l'électronique avec des nanophiles pour améliorer, par exemple, la sensibilité des capteurs, on en a besoin. On peut faire des combinaisons mécaniques et électroniques, ça s'appelle les MEMS. Voilà. On peut faire des systèmes hybrides par impression 3D aujourd'hui, c'est pour tout ce qui est des antennes en particulier. De la cybersécurité pour améliorer, bien sûr, les transmissions et la qualité de la protection. On peut généraliser l'analogique pour avoir des faibles consommations. On peut faire de l'analogique radiofréquence, entre autres fréquences. On peut faire du packaging. C'est très important, notamment quand on fait du prototypage, pour faire tous les tests et des prototypes de circuits innovants. Et puis on peut faire ici des coupleurs optoélectroniques, par exemple, pour les fibres optiques. Voilà, c'est tout ce que l'on fait. Je vais m'arrêter ici parce que l'heure tourne, n'est-ce pas? Je suis pratiquement à l'heure. Ouais, merci. Je vais m'arrêter ici, mais vous voyez que, par exemple, au niveau du réseau, on a une centaine de plateformes nationales. J'ai pris une quinzaine d'exemples, mais il y en a 85 plus. Donc, ils couvrent absolument tous les besoins, normalement, manifestés par la profession. Le problème, c'est que ça évolue, et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à travailler. Donc, c'est devenu... Alors, la filière électronique est devenue prioritaire au niveau national. C'est rentré dans le programme France 2030 avec le comité stratégique de filière dans lequel on travaille. Les collègues du réseau travaillent avec moi. On a un certain nombre à apporter des idées, si possible. Voilà. On a besoin, bien sûr, de ressources humaines de plus en plus qualifiées. C'est de plus en plus complexe, c'est compliqué. Il faut faire une multiple approche de recherche et développement. C'est le cas qui se passe notamment au LETI. Heureusement qu'on a le LETI à côté aussi. Mais il y a aussi d'autres laboratoires. Mais le LETI, c'est pas mal aussi. Voilà. J'en profite parce que je suis dans les locaux du CEA, donc je suis obligé d'en parler. Voilà. On essaye au niveau de la formation nationale, bien sûr, de tenir compte de l'évolution des besoins. On a un projet Inforisme qui a donc appel à manifestation d'intérêt sur 5 ans. Donc on n'aura que 10 millions d'euros. Alors je dis que 10 millions d'euros parce que 10 millions d'euros, je peux partir en vacances, oui, mais quand il y a 400 collègues qui travaillent derrière, vous faites ça sur 5 ans, vous voyez qu'il ne reste plus grand-chose par collègue. Mais c'est déjà énorme. Voilà. Et donc on va essayer bien sûr de répondre bien sûr à tous ces besoins. Et on va augmenter aussi l'attractivité parce qu'on essaye d'attirer plus de talents, on en a besoin. Il faut absolument des gens qui soient motivés, et c'est très dur. On n'a pas assez de jeunes filles, par exemple. C'est affreux, on est à 10%. Je ne sais pas pourquoi, on doit avoir une sale tête, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Et ce domaine devient indispensable pour assurer l'existence de notre société. Voilà. Je m'arrête ici, parce qu'après, je vais me faire gronder. Bravo. Merci, Olivier.
Merci pour cette magnifique présentation, monsieur le professeur. Je ne sais pas si c'était magnifique, mais j'ai essayé d'être concis. Très bien. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Très complet, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Je pense qu'il va y en avoir beaucoup et on vous apporte le micro. Oui, merci. Dans le futur des composants, vous n'avez pas du tout parlé de l'éventualité d'avoir des circuits supraconducteurs. Parce que là, vous avez zéro consommation. Oui, alors quand on dit zéro consommation, non, alors, sais. Vous avez raison. Je ne compte pas la liquéfaction. Les supraconducteurs, c'est vraiment une perspective intéressante. La seule chose, c'est que pour l'instant, les supraconducteurs marchent à des températures tellement basses que l'énergie perdue pour les refroidir est supérieure à l'énergie qu'on consommerait sans... Bon, pour dire qu'on a encore des progrès à faire. Alors, c'est très important, je sais, j'en suis conscient. 2, on n'est pas encore à l'intégration de circuits supraconducteurs avec des échelles nanométriques. On en est encore loin. Ça me permet de basculer aussi sur le quantique. Quantique aujourd'hui. Le quantique, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Il y a des chercheurs. Et on a besoin de chercheurs, beaucoup. On n'est pas encore au stade à faire l'équivalent d'un circuit que vous avez dans un téléphone en qubits. Je suis désolé. Moi, j'ai vu récemment un équipement, ça remplit une pièce, quoi. Donc, on est encore dans les années 40 de l'informatique, par rapport aux qubits. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut dire que c'est en perspective. Il faut que les gens travaillent. Il y a des programmes qui sont là-dessus. D'ailleurs, il y a un programme national, justement, dans l'ISA et MICMA qui porte sur le quantique et qui porte aussi sur la supraconductivité. Donc, tout ça, vous avez raison, mais ça veut dire qu'il faut être prudent. On ne va pas aller trop vite. Ce n'est pas possible. Voilà. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation qui nous a permis de faire un retour en arrière et une projection vers le futur. Mais pour suivre aussi ce que disait monsieur tout à l'heure, on parle beaucoup aussi de nouvelles technologies de stockage d'informations sur des structures type ARN. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait la moitié de l'énergie qui était produite, qui était utilisée pour les data centers. Pourquoi cette technologie-là aussi n'est pas évoquée et théoriquement, on devrait pouvoir stocker sur l'équivalent d'une cartouche le patrimoine génétique de l'humanité. Vous avez raison. 2, pour l'instant, au niveau de la formation, je suis un peu gêné, parce que les applications, on ne les voit pas vraiment apparaître. Voilà. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit juste avant, la recherche, il faut la faire. Vous avez raison, j'en ai pas parlé, mais je me suis concentré sur la partie qui est immédiate pour nous, qui est d'essayer de former les gens pour les années qui arrivent, là, de suite. Ce que vous dites, ça sera certainement quelque chose qui pourra peut-être être opérationnel dans les années 2040-2050, j'espère en tous les cas, parce qu'effectivement, potentiellement, on a des capacités énormes. La maîtrise, ce n'est pas encore ça, je crois. Enfin, de ce que je sais pour l'instant. Je suis les revues sur la recherche, etc. Je n'ai pas encore vu beaucoup d'applications qui atteignent ce niveau de possibilités. On peut montrer qu'on peut stocker des informations sur quelques branches d'ARN, par exemple. De là à faire un système qui contient... pour vous donner une idée, aujourd'hui, si on voulait refaire le cerveau humain, on fait du circuit intégré, on prend les meilleurs circuits intégrés dans les technologies 3 nanomètres, il faudrait un circuit qui fait 3 km². Bon, on peut dire on peut le faire demain matin. Non, on ne pourra pas le faire. C'est compliqué. Voilà. Autrement dit, il y a des bonnes idées. La recherche, il faut faire confiance aux chercheurs, mais de dire que ça en formation initiale demain matin, c'est un peu prétentieux. Voilà. Mais vous avez raison sur le fond. Parce que 2050, c'est pas demain, mais c'est après-demain, mais c'est maintenant que tout ça doit se mettre en place pour pouvoir réduire la consommation. Je prends un exemple, j'ai des exemples avec mon collègue Laurent, je ne sais pas s'il est là. La technologie, il est là. La technologie qu'on appelle SOI d'aujourd'hui. J'ai commencé en 81 à travailler dessus. C'est ce qu'on a aujourd'hui en industrie.
Nous ne sommes qu'en 2024. Hein. Donc ça veut dire que de là, entre des résultats qui sont prometteurs de recherche et des résultats qui sont au niveau de la production, etc., il se passe pas mal d'années. Et c'est compliqué. Et d'avoir, par exemple, une usine qui produit avec un rendement suffisant, avec une productivité suffisante, etc., ça prend des années et des années. Même si le laitier fait de l'industrialisation de produits le plus rapidement possible, mais quand on constate les choses, c'est plutôt en décennies qu'en années. Hein. Il faut être sérieux. Il ne faut pas raconter trop vite les choses. Voilà. Mais vous avez raison, c'est un espace de recherche. Il y a beaucoup de gens qui essayent de lier le biologique et on va dire le physique dur de matériaux solides, etc. Hein, donc, vous avez raison, mais on n'est pas encore à ce stade-là. Oui. Oui, vous venez de donner un exemple en disant avec le nœud 3 nanomètres, il faudrait pour imiter le cerveau 3 km, ou je ne sais pas très bien comment. 3 km², oui. Voilà, c'est ça. En dessous du 3 nanomètres, on va bientôt toucher l'atome. L'atome, on ne va pas pouvoir couper en morceaux. Ben non, ça c'est sûr. Et donc, est-ce que par hasard, on n'est pas dans une impasse? Alors, on est dans une impasse au sens qu'on ne va pas pouvoir continuer dans l'immédiate, avec ces technologies-là, à augmenter l'intégration. Bon, ça, en dessous de 3 nanomètres, à mon avis, on ne va pas y arriver. On est déjà avec des illuminations avec des longueurs d'onde qui sont de l'UV dur. On va avoir des problèmes. Juste pour vous donner une idée, pour ceux qui ne savent pas, un aligneur aujourd'hui dans les technologies 3 nanomètres, c'est une société qui est basée aux Pays-Bas, à Eindhoven. Une machine d'alignement, c'est 600 millions de dollars. Il en faut 10 dans une usine. C'est-à-dire que Kroll ne pourra même pas se les acheter. Voilà, c'est juste un commentaire. Bon, c'est pour montrer qu'on commence à être en limite. Mais est-ce qu'on ne peut pas changer la structure? Je vous prends un exemple très simple. Quand j'ai commencé, j'utilisais un micro-ordinateur. J'avais 100 mégaoctets de système. Aujourd'hui, pour faire pratiquement la même chose, on est à 20 gigas. On peut peut-être réfléchir à un petit peu améliorer les choses, à simplifier, à revoir les architectures, etc. Il y a un boulot monstre, mais ça veut dire aussi que peut-être il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Voilà, c'est un commentaire. Oui. Bonjour et merci pour cette présentation. Moi, j'ai juste un petit point, c'est si vous voulez avoir de l'attractivité au niveau des viviers, ce qui m'a manqué dans la présentation, c'est un peu la microélectronique durable, responsable, soutenable. Vous avez un peu parlé des matériaux critiques, mais il y a d'autres choses. Enfin, il y a tout ce qui est limite planétaire, mais il y a aussi d'autres... voilà, ce qui m'a manqué, c'est que je me dis que pour les formations, de plus en plus de jeunes sont intéressés aussi pour ce côté soutenabilité. C'est pour ça que, par exemple, on parle de l'électronique organique. Oui, mais il n'y a pas que forcément l'organique. Je vous ai dit, je vous prends quelques exemples, parce que sinon, j'en avais pour 4 heures, hein, au moins, parce que je suis bavard, en plus, ça aurait fait 6. Bon. non, mais vous avez raison, mais ça veut dire aussi que, par exemple, quand on prend de l'EGZO, on a des meilleurs rendements, moins de consommation, etc. Mais on utilise des matériaux plus rares. Et c'est pour ça qu'il faut réussir à gagner au niveau ressources, environnement, etc. Si au lieu de faire 1 millimètre d'épaisseur, comme on fait d'habitude avec le silicium, on fait qu'un micron, avec un peu de chance, on va moins consommer quand même, hein, si tout se passe bien. Oui, mais il y a le volet effet rebond, il y a un volet, on ne parle pas de la réparabilité, et un volet sur la recyclabilité. Plus c'est petit, plus ça sera difficile à recycler. En fait, vraisemblablement, oui, vous avez raison. Oui. Du coup, en fait, plus on va rendre les choses mieux, enfin, meilleures performances, plus ça va faire des effets rebonds, il va y en avoir de plus en plus, et au final, à un moment, on va arriver à nos limites, en fait. Du coup, j'ai déjà annoncé qu'on était à des limites. Hein. Vous avez vu, en Europe, le lithium, je ne sais même pas comment on va faire l'usine de batterie aujourd'hui. Hein. Et sachant que le lithium, il est extrait dans les altiplanos sud-américains, hein, et que c'est dans du sel à 3500 mètres d'altitude qu'on extrait avec de l'eau, et l'eau n'existe pas, il pleut tous les 400 ans. Donc on va chercher l'eau à 400 km avec des camions citernes.
La durabilité et l'environnement, je ne le vois pas bien. Hein. Bon. Ça veut dire que les choses sont très complexes aujourd'hui, et vous avez raison, là, de ce côté-là. Et la difficulté que l'on a, nous, aujourd'hui, c'est à tenir compte de tous ces éléments à la fois. Et c'est très dur. Et il faut qu'on ait des équipes qui travaillent, qui soient pluridisciplinaires, qui soient des équipes bien formées, à travailler en groupe en prenant les compétences complémentaires. Et ça, c'est le plus dur. C'est un commentaire, hein, mais bonjour, ça me fait du bien de le faire. Une question ici. Oui, madame. Bonjour, je peux poser ma question? Pardon. Alors, moi, j'ai une question en tant que maman d'un élève de 15 ans, donc oui. un lycéen, qui est en train de choisir ses études supérieures. Comment partager ces informations-là, que moi, je n'ai pas compris en entier? Comment lui transmettre votre message? L'objectif du message, c'est d'essayer déjà de motiver des jeunes en disant, regardez, si on ne fait rien dans ce domaine-là, dans 10 ans, on n'a plus d'électricité. Parce que ce que je vous ai montré, c'est en 2031, toute l'électricité mondiale sera carbonée et utilisée que pour Internet. C'est grave. Il faut faire autre chose. Voilà. Donc, si les gens commencent à prendre conscience, ça sera pas mal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il nous faut des compétences. On n'a plus assez de jeunes qui viennent dans le domaine des sciences. Dans le programme que j'ai annoncé, la MICMA, qui s'appelle Inforise, on a toute une action d'attractivité. Et on fait de l'attractivité avec, comment tu l'appelles maintenant, Giant, Midi Giant, bref. Pourquoi? Parce que il faut absolument qu'on arrive à convaincre des jeunes de venir dans ce domaine-là, sinon on est morts, tous, on est tous morts. Deuxième point, qui est le plus important aussi, c'est que les entreprises ont besoin de ces compétences. Et à l'heure actuelle, il y a des gens de ST Microélectronique, je ne sais pas s'il est encore là, Xavier, mais les salaires des chercheurs et des développeurs dans les entreprises de haute technologie sont à nouveau revalorisés. On ne faisait plus que payer les gens qui faisaient de la finance. Bon, on est en train de revenir dessus. Et moi, à mon avis, dans quelques années, les gens qui auront un métier sûr et pérenne, ce seront des gens qui travailleront dans ce domaine-là, parce qu'on en aura tous besoin. Voilà. Donc, si on veut convaincre, pour les jeunes, on dit vous aurez du boulot, c'est passionnant. Je suis à la retraite et je continue. Je continue, donc ça veut dire que c'est passionnant. Donc, c'est peut-être aussi intéressant d'avoir un métier passionnant. Voilà. Donc, il faut faire la liste de toutes les écoles que vous avez présentées sur votre slide. C'est quoi le conseil qu'on peut donner à un enfant de 15 ans aujourd'hui? Déjà, c'est d'avoir envie de venir dans les sciences. Déjà. C'est la science, oui, mais science, c'est très, très large. Et après les écoles, j'ai des collègues là, qui sont enseignants. Hein. Il y a les stages troisième, les stages secondes. On a les programmes Nano at School. Bon, voilà, on essaye, à notre modeste niveau, je dirais, de contribuer à l'attractivité des métiers vers les jeunes. Donc, s'il y a besoin, on a tout un tas d'activités, de programmes. Il y a l'inspecteur pédagogique régional ici en sciences de l'ingénieur avec qui vous pouvez discuter. Enfin voilà, on a tous les partenaires, je dirais, réunis ici et dans nos programmes, et notamment par ceux qui sont aussi pilotés par Olivier Bonneau. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous et voilà. Mais on a beaucoup d'actions de sensibilisation. Pas plus tard que la semaine dernière, on avait 100 lycéens aussi ici. Ouais. Voilà, il faut se mettre un peu à jour peut-être sur les programmes. Alors au niveau de Giant, il y a tous les partenaires, tous les organismes font énormément animent des sessions, des programmes, le CNRS, le CNA. Voilà. Vous avez aussi des plaquettes de l'ONISEP, par exemple. Je ne sais pas si vous les avez eues. Non. Zut, on en a... Oui, on en parle tout à l'heure. On peut vous en faire parvenir, ça c'est facile. Autrement dit, nous on essaye de... Alors, en plus, si vous avez des enfants et si vous avez des filles en particulier, c'est encore mieux. C'est encore mieux, parce que au niveau des domaines d'application, les entreprises ont besoin de la double sensibilité par exemple en santé. Si on développe des nouveaux équipements pour la santé, c'est bien qu'on ait dans les équipes de designers, de concepteurs,
des gens qui n'ont pas exactement le même mode de pensée, et en particulier, ils cherchent d'avoir un équilibre homme-femme. Ce n'est pas parce qu'on est misogyne, je ne sais pas quoi, etc., c'est parce que c'est utile à la société. C'est ça qui est important. Et dans notre domaine, nous, on est à 12%. 12% de filles. Hein, c'est pour montrer que c'est catastrophique pour les entreprises qui sont dans notre domaine aujourd'hui. Très bien. Je propose que nous terminions la session, que nous remercions à nouveau notre cher collègue Olivier Bonneau. Merci. Alors, prochain rendez-vous des Midi by Giant dans un mois, le 8 mars. Nous aurons le plaisir d'accueillir les lycéens de la Cité scolaire internationale, justement, d'Europol, qui ont remporté le 2e prix de la finale nationale des Olympiades de physique chimie la semaine dernière et qui viendront nous présenter une conférence sur le magnétisme jusqu'au bout des doigts. Donc, pensez bien à vous inscrire. Et pour la suite des échanges, donc, nous vous donnons rendez-vous au rez-de-chaussée, donc dans l'espace Palladium. Une pause café est offerte aux participants et merci encore pour votre présence et bonne fin de journée à tous. Voilà. Et merci à tout l'auditoire. Merci.